Bastogne, le 22 décembre 1944. Hier, les Américains m'ont remis un casque et un brassard marqués de la Croix-Rouge, me demandant instamment de le porter. La neige recouvre la ville. Le froid ne désarme pas. Je ne parviens plus à me réchauffer. Bastogne est encerclée. Les soldats qui déambulent dans la ville ont des visages marqués. L'issue des combats semble tourner à l'avantage des Allemands. Je n'ose imaginer les lendemains de défaite. Quitter la ville s'avère impossible, et donc Bastogne va vivre sous terre. Un jeune vicaire va, sans relâche, réconforter les civils allant de cave en cave. Il se moque des conseils de prudence de ses paroissiens. J'ai laissé la dame et son petit garçon dans ma cave. Je lui ai recommandé de ne pas monter dans la maison. Tout y est recouvert de plâtras tombés des murs et des plafonds. Les fenêtres donnant sur la rue ont volé en éclats. L'infirmier noir, Jimmy, est venu me chercher en jeep devant ma porte. Il m'explique que les trajets à pied sont trop dangereux. C'est lui qui apportera le ravitaillement à la maman et son petit gamin dans la matinée. Le travail à l'hôpital du garage ne peut plus continuer. Les blessés sont exposés au froid et au bombardement. Un transfert s'impose. Nous irons au séminaire dans le bas de la ville. Les blessés sont installés dans les couloirs. Des soldats sont morts pendant le transport. Le médecin a poussé un juron d'impuissance. Parmi ces pauvres jeunes gens se trouvent 2 frères, métis. Ils sont tous 2 dans un état désespéré, atteints au ventre pour l'un, à la poitrine pour l'autre. Ils m'ont demandé de les rapprocher. Ils se tiennent la main et s'encouragent quand la douleur leur laisse un peu de répit. Plus loin, un officier n'a à la place des jambes qu'un amas de chair sanguinolente. Il me fait signe de venir l'écouter. Il me demande de prévenir sa femme et ses 3 petits-enfants que sa vie s'est arrêtée ici, à Bastogne, et qu'il n'a jamais cessé de penser à eux. Jimmy me reconduit chez moi. Il fait nuit noire. Sans m'apercevoir de mes 2 pensionnaires, j'éclate en sanglots. Bon sang, il faut que je tienne le coup. Je dois tenir le coup. Ce 22 décembre au matin, l'Ardenne se réveille sous un manteau blanc. Sur le champ de bataille, le brouillard cède la place à la neige qui tombe à gros flocons. Je me souviens m'être réveillé un matin. Je dormais à l'extérieur dans un sac de couchage, une sorte de couverture en laine qui ressemble à une momie et qu'on peut fermer jusqu'au menton et dont l'extérieur est couvert de nylon étanche. Et je me suis réveillé. Je ne voyais rien. Je me suis retourné. J'étais couvert de 4 pouces de neige légère. Ils nous ont toujours dit « Ne vous couchez pas devant un tank, car si vous vous réveillez et qu'il ne vous voit pas, vous pouvez être écrasé. » Donc, j'étais couché entre 2 arbres et j'étais totalement couvert de neige. Une drôle de sensation. Nous étions dans la forêt, au-dessus d'Audaigne. Le matin, nous avons dû creuser pour sortir des tentes, tellement la neige était tombée pendant la nuit. Ensuite, des avions nous ont survolés et nous ont attaqués. Mais plus que la neige, c'est le froid glacial et le gel qui accablent les soldats. Quand il a commencé à faire froid, ils nous ont dit de frotter nos pieds. J'ai enlevé mes bottines et j'ai frotté de toutes mes forces jusqu'à ce qu'ils soient réchauffés suffisamment. Le 3e ou 4e jour, nous sommes allés en ville, dans un magasin qui se trouvait dans la rue en face du tank. Il y a un magasin là, mais avant c'était un garage. Et on y est allé un soir. Un gars s'est énervé, nous a poussés contre le mur, tout le plâtre est tombé. Derrière, on a découvert du champagne et toutes sortes de boissons. On a donc fait la fête jusqu'à ce qu'on doive retourner dans nos lignes. C'était vraiment chouette. Je ne pense pas qu'il faisait plus froid qu'à l'intérieur d'un tank. Si on s'appuyait contre les parois du tank, il y avait de la glace à l'intérieur.
De temps en temps, on sortait du tank. On allait faire un petit tour pour se réchauffer. On ne pouvait pas laisser le moteur tourner parce que les Allemands auraient pu nous repérer et nous tirer dessus. Alors que des combats acharnés ont lieu à Othons, Toumont et Trois-Ponts, Patton démarre sa contre-attaque. Bastogne est totalement encerclé. À la tête des assiégés se trouve le général Macauliffe. Macauliffe était en fait le second, donc l'adjoint du général Taylor, et lui était l'artilleur. Dans toutes les divisions, on a infanterie, on a artillerie, etc. Et lui était artilleur, il était second, donc second commandant en second, et il s'est retrouvé donc commandant de division, vu que le général Taylor se trouvait en vacances. Et c'était quand même, d'après mes connaissances, c'était quand même un général qui savait très bien mener sa division, qui était de taille moyenne, mais un très bon officier. Très très bon officier, et naturellement entouré d'un très bon staff aussi. À midi, 2 officiers allemands transmettent un ultimatum au commandement américain proposant une reddition honorable des forces américaines encerclées dans Bastogne. Au commandant américain de la ville encerclée de Bastogne, le sort des armes est changeant. Cette fois-ci, les forces américaines dans Bastogne et aux environs ont été encerclées par de puissantes unités blindées allemandes. Il y a seulement une possibilité pour sauver les troupes américaines encerclées de l'annihilation totale, la reddition honorable de la ville encerclée. Si cette proposition devait être rejetée, l'artillerie allemande et 6 groupes de la DCA lourde sont prêts à anéantir les troupes américaines de Bastogne. Toutes les graves pertes civiles causées par les tirs d'artillerie ne seraient pas en accord avec l'humanité bien connue des Américains, signé le commandant des forces allemandes. Un officier remet l'ultimatum à Macauliffe, qui lui, en lisant le texte, dit « Nats », qui ne veut rien dire du tout, puis il redépose, c'est un terme très spécifique, ça dépend en fait des États aux États-Unis, ça a différentes significations, mais disons, pour simplifier la chose, aller au diable, voilà, on va l'interpréter. Comme ça, on est toujours dans le bon, et puis il dépose la feuille, et puis le temps passe, et son officier dit il faudrait quand même maintenant donner une réponse à l'ultimatum, à la requête des Allemands. Alors il dit qu'est-ce que je vais écrire? L'officier lui répond vous n'avez qu'à répondre ce que vous avez dit en premier lieu. Hein, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Nats, et il a mis Nats. On reporte donc l'ultimatum dans les mains allemandes, on le remet ça à l'officier allemand qui lui lit ça, il ne comprend pas. Il pose la question à l'officier américain qui lui dit c'est exactement la même signification que go to the hell, aller au diable. Et alors l'officier allemand s'est retourné, il a dit que ce sera la fin pour l'armée américaine. Cette nuit du 22 décembre, Bastogne subit ses premiers bombardements par l'aviation allemande. Partout ailleurs, les civils s'accommodent tant bien que mal de la présence des occupants allemands. C'est le cas notamment à Chenogne, où les soldats de la Wehrmacht sont arrivés la veille. Les premiers Allemands, nous les avons vus vers 10 heures. Ils sont venus frapper à la porte. Ils nous ont demandé s'il y avait des Américains. Nous avons répondu non, sans savoir s'il n'y en avait pas de réfugiés dans la grange. Alors ils ont mis le fusil dans le dos de mon père, ils ont fait monter les escaliers qui conduisaient à la grange et rien ne s'est passé. Alors ils ont fouillé un peu la maison et ils sont partis. Alors on s'est rendu compte, on a parlé avec les voisins et on nous a dit nous sommes de nouveau dans les mains des Allemands. Alors, ça a été le désespoir. Les soldats allemands n'hésitent pas à piller les habitations pour trouver de quoi se camoufler. Ils prenaient tout ce qui leur tombait sur la main, ça. Ils découpaient les bêtes sur les meubles, vous savez bien, comme les armées, là. Hein. Un peu les draps de lit, un jour, ils ont sorti avec les draps de lit, ils coupaient le dessus, ils mettaient comme ça, et puis allez, dans les bois. Il y avait de la neige, c'était pour se camoufler, quoi. Ils étaient partout, partout. Ils sont arrivés en force.
Alors nous avons appris que c'était la 26e Grenadiers. Ils ont réquisitionné pratiquement toutes les chambres dans toutes les maisons, laissé juste une chambre aux habitants et installé leur quartier général dans des maisons un peu plus grandes. Dans chaque village qu'ils occupent, les Allemands fouillent les habitations à la recherche de nourriture. Directement aussi, aller dans les armoires. Ça, je me souviens aussi d'un jeune Allemand qui s'est précipité dans l'armoire de ma grand-mère, et c'est assez aberrant, qui a sorti le plat avec du sirop de liège, parce qu'à ce moment-là, on n'achetait pas le sirop de liège en boîte, on allait au magasin, on l'achetait à peser, quoi. Hein. Et ils mangeaient ça à la cuillère. C'est vous dire s'ils étaient littéralement affamés, quoi. Hein. Des Allemands occupent la maison des grands-parents de Nicole Couturier à Saint-Lay. Âgée de 8 ans à l'époque, cette dernière se souvient encore d'un certain officier allemand. Il est venu à la cuisine, et maman se trouvait là avec ma jeune sœur et moi. Alors sans doute ça l'a intrigué de voir la maman, 2 enfants et pas de papa. Alors il a demandé où se trouvait le père. Et maman lui a répondu « Mais mon mari est prisonnier en Allemagne ». Elle s'est précipitée pour le dire parce que ma jeune sœur, qui n'avait pas la langue dans sa poche, elle, et qui, tout au long de la guerre, quand on lui posait la question de savoir où est papa, elle répondait gentiment « Il est parti en Allemagne tuer les Boches ». Alors vous vous imaginez si elle vient répondre ça. Alors, maman s'est empressée de répondre. Alors il a hoché la tête, un peu triste comme ça. Hein. Et puis il a sorti un sachet de bonbons de sa poche, il nous a donné un bonbon à chacune de nous deux, que nous n'avons pas mangé. Et le lendemain, on a appris qu'il s'était suicidé dans la prairie voisine. Alors c'était la ruée dans la maison. Hein. C'était pire que les autres jours, quoi. Ça montait, ça descendait des escaliers, mais on ne nous a rien fait. Réfugié dans la cave de ses voisins à Longvilly, Joseph Pinte se souvient également de l'attitude des Allemands. Ça se passait, pour ainsi dire, bien, quoi. Hein. Du moment qu'on ne leur faisait rien, c'était aussi peut-être des gens qui auraient demandé pour retourner aussi. Hein. C'était des miliciens aussi, eux. Hein. C'était des gens qu'on avait envoyés à la guerre et qu'ils auraient été quittes de venir. Mais par contre, il y en avait qui n'étaient pas trop bons non plus. Hein. Dans la cave, je me trouvais avec la fermière, son fils qui était Joseph Buron, qui est devenu speaker à la télévision, que vous n'avez pas connu probablement. C'était la télévision en noir et blanc. Et Joseph, le petit Joseph, avait 3 ans. Il avait faim et soif. Il était désœuvré, il était malheureux, il pleurait tout le temps. Alors le colonel allemand Helmut Zander a sorti son pistolet. Il l'a dirigé vers nous en disant, en criant à la mère, « Sortez d'ici, madame, je ne veux plus entendre votre enfant. » Alors la mère s'est enfuie à l'étage, elle est sortie de la cave. Je l'ai suivie. J'ai réussi à aller chercher un peu de lait dans les étables pour consoler l'enfant. Il s'est rendormi. Et 1 heure ou 2 après, nous sommes redescendus dans la cave. Le colonel Helmut Zander était en train de dormir dans un coin, mais le pistolet qu'il avait exhibé se trouvait dans ses téléphones et ses cartes militaires, toujours dirigé vers nous. Et il est resté là pendant 3 jours et 3 nuits, jusqu'au moment où les Allemands sont partis. Ils étaient disciplinés, mais pas beaucoup de matériel. Hein. C'était de l'ancien matériel avec des chevaux pour aller à la guerre. Ce n'est pas trop. Enfin, c'était la guerre comme ça. Alors les Allemands occupaient toutes les maisons, là. Hein. Alors on avait, pour ainsi dire, rien à manger, pas de feu, rien du tout. On ne savait rien faire, quoi. On a vécu au mois de décembre avec de la neige. Le château de Rollet, occupé par des Américains, est la cible de l'artillerie allemande. On se croyait au cinéma. Vous aviez une étendue blanche puisqu'il faisait neige, puisque tout était couvert de neige. Et puis tout d'un coup, vous aviez un obus qui tombait. Alors c'était une flamme, et puis toute la terre, ça faisait des trous noirs. Mais ça faisait très, très cinéma. Hein. Alors il tombait sur les arbres, ça c'était pas très amusant non plus.
Et on en a eu 3 sur la maison. André Hubert, âgé de 18 ans et originaire de l'Étaille, était au collège de Karlsbourg quand l'offensive a commencé. Après un périple de 2 jours, qui l'emmène de Libramont à Champlon en passant par Saint-Hubert, il arrive à Nice-Ramon, où il est interpellé par des soldats allemands. Nous avons rencontré en dessous du village de Nice-Ramon 2 camions de soldats allemands qui nous ont posé 2 questions toutes simples. Où avez-vous vu des Américains? On n'en avait pas vu. Est-il vrai que les Américains ont des femmes avec eux? Ça semblait les préoccuper très fort. Alors nous avons continué jusqu'à Lourdes, où il y a le barrage maintenant. Là, il y a eu une fusillade et nous avons pris peur. Nous sommes remontés à Nice-Ramon pour loger chez l'instituteur. Je me souviens qu'il faisait très froid. On vivait dans un grand foxhole. On avait des planches au-dessus, le premier sergent et moi, et on se relayait pour dormir. C'est un chouette gars. Je crois qu'il est mort maintenant. Il était de Louisiane. Quand j'étais commandant de peloton, il me suivait partout. Et un jour, je lui ai demandé s'il voulait devenir officier, parce qu'on pouvait le nommer. Et il a répondu, « Non, je suis content comme je suis. » Je suis soulagé de ne plus y être à cause du froid et de la misère qu'on a subie. Tous les gars qui y étaient se souviennent de l'enfer que c'était parce qu'il se faisait froid. Et personne n'aimait ça. Et c'est la chose que je retiens le plus. Ce sont tous ces combats dans ce froid intense.